Il arrive toujours un instant précis où le masque tombe. Celui où un État ne peut plus prétendre protéger les civils parce que la réalité devient trop voyante pour être maquillée. Même la communication officielle, pourtant bien rodée, n'arrive plus à suivre. C'est exactement la scène qui se rejoue aujourd'hui à Gaza. Le décalage saute aux yeux. D'un côté, des cargaisons médicales vitales, antibiotiques, équipements de dialyse, retenus aux portes jusqu'à l'asphyxie. De l'autre, des smartphones luxueux, parfois recouverts d'or, qui passent les checkpoints comme s'ils étaient invisibles. Inutile d'évoquer des analyses complexes pour saisir l'absurdité. Il suffit de se souvenir. Le Liban, par exemple. Ces milliers de dispositifs de communication transformés en pièges, explosant dans les mains de civils, laissant une population entière marquée à vie. Une opération que l'État israélien a fini par assumer publiquement. À partir de là, l'anomalie cesse d'en être une. Elle devient un signal. Écoutez aussi les experts en droit numérique qui alertent sur des logiciels israéliens désormais intégrés au cœur même des smartphones Samsung vendus massivement dans la région. Alors, quand Gaza se retrouve inondé de téléphones flambant neufs en plein blocus médical, la suspicion n'est pas une option, c'est un réflexe de survie. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la réaction rationnelle face à un État qui a brûlé sa propre crédibilité et qui continue de jouer avec des allumettes. Les priorités réelles d'un État se lisent à la frontière d'un territoire assiégé. Ce qui rentre et surtout, ce qui reste dehors. Un blocus n'est jamais un accident. C'est une politique écrite noir sur blanc sur des listes de cargaisons. Et à Gaza, Israël rend cette politique brutalement évidente. Le constat est clinique. D'un côté, tout ce qui maintient un humain en vie est bloqué ou rationné au compte-gouttes. Médicaments vitaux, poches de perfusion, antibiotiques, matériel de dialyse, chirurgie, sans parler de la nourriture de base ou de l'hygiène. De l'autre, des denrées de luxe et de l'électronique haut de gamme passent sans encombre. Des iPhones plaqués or, des cargaisons entières de smartphones neufs. Des produits que personne, sous les bombes et en situation de quasi-famine, n'a réclamés. Il faut être clair, ce n'est pas un problème de chaîne logistique, c'est un choix. Quand le ministère de la Santé de Gaza décrit des hôpitaux aux étagères vides face à l'afflux de biens de divertissement, il ne fait que décrire une réalité visible à l'œil nu. Ce schéma ne peut être que délibéré. La stratégie est de privilégier l'apparence sur la survie. Le message implicite est simple. Regardez, ils ont des iPhones et du chocolat. De quelle famine parlez-vous? C'est une mise en scène macabre pour masquer une réalité sanitaire qui, elle, s'effondre. Pourtant, la solution logistique existe. En ce moment même, en Jordanie, des entrepôts débordent de camions chargés de vivres et de matériel médical. Ils pourraient entrer dans Gaza en quelques heures si les vannes étaient ouvertes. Au lieu de cela, ces cargaisons dorment sous des bâches. L'ONU et les ONG confirment, seule une quantité négligeable d'aide franchit la ligne. Pendant ce temps, l'hiver s'abat sur une population sans abri. Les tentes s'effondrent sous la pluie. Les enfants gèlent la nuit et, à quelques kilomètres de là, les matériaux qui pourraient les sauver restent bloqués à l'entrée. Lorsque le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit publiquement qu'Israël cherche à contrôler l'aide jusqu'à la dernière calorie et au dernier grain de farine, il ne s'agit plus de simple diplomatie. Ce qui se joue à la frontière n'a rien d'un chaos spontané. C'est un système de micro-gestion totale. La puissance occupante décide, au millimètre près, de ce qui est autorisé pour survivre et de ce qu'il faudra endurer au péril de sa vie. C'est dans ce contexte précis que les smartphones changent de nature. Ce n'est plus un détail insolite, c'est la partie émergée de quelque chose de bien plus sombre. Les rapports du terrain sont unanimes. Responsables de santé, témoins locaux. Tous décrivent la même aberration. Des palettes entières de téléphones neufs débarquent alors que les hôpitaux mendient et décompensent. Le décalage est tel que les Palestiniens eux-mêmes dénoncent l'absurdité de la situation. Plus de médicaments, des infrastructures en ruine, des écoles fermées. Mais au marché, l'iPhone dernier cri est disponible, à condition bien sûr d'avoir miraculeusement de l'argent et de préférer la technologie à la nourriture. Soyons clairs, ce ne sont pas des rumeurs de réseaux sociaux, c'est une mécanique documentée. Les biens de luxe entrent, les médicaments critiques restent dehors.
La dérision fait partie intégrante de la politique. Une fois cette logique assimilée, le plan devient limpide. Inonder un territoire dévasté avec de la haute technologie ne relève pas du hasard. Cela sert 3 objectifs stratégiques simultanés. Premièrement, la guerre de l'image. Ces importations fournissent les munitions visuelles idéales pour nier la réalité. Si des vidéos montrent des Gazaouis achetant des smartphones et des confiseries, l'argumentaire est tout trouvé. Les récits de famine et d'effondrement médical seraient exagérés. C'est une manipulation grossière, mais efficace pour semer le doute à l'international. Deuxièmement, le choc psychologique. C'est une violence invisible. Imaginez des parents incapables de trouver un lit d'hôpital pour leurs enfants blessés, obligés de passer devant des étals remplis d'électronique brillante. C'est un rappel constant et cruel de la hiérarchie imposée. Ici, le gadget a plus de valeur que la vie humaine. Troisièmement, la surveillance de masse. C'est le point le plus critique. Ces téléphones servent de couverture à une réalité exposée par les enquêtes sur les droits numériques. Le déploiement de mouchards israéliens au cœur même des appareils vendus dans la région. Car un smartphone n'est pas qu'un outil de communication. C'est un point de surveillance. Prenons les séries Galaxy A et M de Samsung, très répandues dans la zone. On sait désormais qu'une application système nommée AppCloud y est préinstallée. Le problème, elle a été développée par ironSource, une entreprise israélienne. Ce n'est pas une simple application tierce, elle est installée au niveau du système. L'ONG SMEX, spécialisée dans les droits numériques au Liban, a tiré la sonnette d'alarme. AppCloud collecte l'identifiant de l'appareil, les informations réseau, l'adresse IP et peut potentiellement accéder aux données biométriques. Le pire, elle est conçue pour résister. Impossible de la désinstaller sans router le téléphone, ce qui annule la garantie. Même après une mise à jour, elle se réactive. Les experts en cybersécurité sont formels. Ce n'est pas un simple bloatware publicitaire agaçant. C'est un comportement de spyware profondément intégré, toujours actif et hors de contrôle pour l'utilisateur. Mettez cette réalité technique en face de l'afflux suspect de téléphones à Gaza et vous comprenez pourquoi la méfiance de la population n'est pas théorique. Quand un Gazaoui achète un milieu de gamme aujourd'hui, il n'achète pas seulement un écran tactile. Il achète un pipeline de données greffé par un vendeur dont les liens avec l'État israélien sont directs. À Gaza, la question est simple. Pourquoi ferait-on confiance à un téléphone bon marché proposé par le même État qui décide si votre machine de dialyse passe la frontière? Surtout quand on a en mémoire l'événement qui a pulvérisé la confiance mondiale. Les beepers du Liban. En septembre dernier, le monde a assisté à une première historique. Des milliers de pagers et de talkie-walkie ont explosé simultanément au Liban et en Syrie. Bilan, au moins 42 morts, plus de 3500 blessés, une majorité de civils. Techniquement, le scénario est terrifiant. Une infiltration de la chaîne d'approvisionnement pour transformer des outils de communication banals en grenades à distance. Amnesty International a qualifié la scène de cauchemar dystopique. Le doute n'est plus permis. Après un déni, Benjamin Netanyahou a lui-même revendiqué l'opération. À partir de cet aveu, une ligne rouge a été effacée. Israël a prouvé qu'il était prêt à militariser des objets du quotidien. Il ne s'agit plus seulement d'espionner, mais de mutiler via l'objet que vous tenez dans votre poche. Les organisations humanitaires parlent de crimes de guerre potentiels, citant l'absence de distinction entre civils et combattants. Mais le mal est fait. La neutralité de l'équipement électronique israélien est morte. On ne peut pas se vanter d'opérations de sabotage clandestin le lundi et espérer que les civils d'un territoire assiégé acceptent vos smartphones comme des cadeaux inoffensifs le mardi. C'est pourquoi les rumeurs actuelles à Gaza sont prises très au sérieux. Des médias indépendants palestiniens et régionaux rapportent des cas de smartphones neufs ayant explosé entre les mains de leurs utilisateurs. Même si les grands médias occidentaux n'ont pas encore validé ces incidents sur le terrain, le lien est instantané. Les gens connectent les points. Ils ont vu le Liban, ils voient les nouveaux téléphones. La peur n'est pas théorique, elle est viscérale. Soyons honnêtes, depuis l'extérieur, nous ne pouvons pas vérifier chaque incident en temps réel. Mais pour les habitants de Gaza, ce n'est pas une question de vérification journalistique, c'est de la reconnaissance de schémas. Quand vous voyez des appareils exploser chez le voisin et que le même type de technologie inonde soudainement votre zone assiégée, la suspicion n'est pas du complotisme, c'est de l'instinct de conservation. Et cet instinct est validé par les experts en cybersécurité. Reprenons le cas d'AppCloud. Ce n'est pas juste une mauvaise application.
Malwarebytes, une référence mondiale en sécurité, décrit un comportement de spyware indésinstallable. Le verdict technique est sans appel. Ce logiciel est enfoui si profondément qu'il survit aux tentatives de désactivation. Il pompe bien plus de données qu'une simple application de recommandation n'en a besoin. Pour monsieur et madame tout le monde, la traduction est simple. Votre téléphone bavarde avec des serveurs que vous ne contrôlez pas, envoyant des données que vous n'avez jamais accepté de partager. Et cela ne sort pas de nulle part. C'est la signature d'une industrie entière. Il faut regarder le tableau d'ensemble, celui du secteur israélien des logiciels espions. Le nom Pegasus du groupe NSO est désormais tristement célèbre pour avoir ciblé journalistes, avocats et activistes mondialement. Le discrédit est tel que même les États-Unis, pourtant alliés indéfectibles d'Israël, ont fini par placer NSO et Candiru sur leur liste noire commerciale, l'Entity List. Washington a jugé que ces outils menaçaient sa propre sécurité nationale. Les tribunaux ont rejeté l'immunité de ces entreprises. En Europe comme en Inde, les scandales s'accumulent. C'est une industrie en faillite morale. Donc, quand les Gazaouis voient arriver ces technologies, ils ne voient pas le progrès. Ils voient les produits d'un écosystème qui a fait de la surveillance illégale son modèle économique et qui vient d'être pris la main dans le sac au Liban avec des explosifs. Dans ces conditions, la confiance n'est pas seulement brisée, elle est impossible. C'est ici que le piège se referme, pas sur Gaza, mais sur l'économie israélienne elle-même. Même si l'on mettait de côté l'aspect moral, la stratégie actuelle est une aberration politique. Laisser entrer des cargaisons de smartphones suspects tout en bloquant des antibiotiques est un suicide pour la réputation technologique du pays. Et la facture arrive déjà. Le secteur high-tech n'est pas une option pour Israël. C'est sa colonne vertébrale. Produit intérieur brut, exportation, recettes fiscales, tout repose dessus. Or, ce secteur vacille. Sous le poids de la guerre et de la crise politique, la Startup Nation se vide de son sang. Les chiffres de l'Autorité israélienne de l'innovation sont brutaux. Entre octobre 2023 et juillet 2024, 8300 salariés de la tech ont quitté le pays pour s'installer à l'étranger. Cela représente plus de 2% de la main-d'œuvre d'élite du secteur. Pour la première fois en une décennie, le nombre total de travailleurs technologiques en Israël a reculé. Ce n'est plus une fluctuation, c'est une hémorragie. Les revues de défense parlent ouvertement de la peur de voir le secteur se vider de sa substance, ses talents se dispersant en Europe et en Amérique du Nord. Mais il y a pire. L'avenir s'en va aussi. Une enquête récente du lobby de la tech révèle une statistique effrayante pour l'État hébreu. 45% des nouvelles startups israéliennes s'immatriculent désormais directement à l'étranger, principalement aux États-Unis. Il y a quelques années, ce chiffre n'était que de 20%. Concrètement, près d'une start-up sur deux décide dès sa naissance de ne pas être juridiquement israélienne. Ce n'est pas de la paperasserie administrative, c'est un vote de défiance massif. C'est un signal envoyé aux investisseurs du monde entier. Notre avenir ne se joue plus ici. Quand votre marque nationale repose sur l'innovation et que vos propres entrepreneurs fuient la juridiction locale, le message est clair. La confiance est morte. Assemblez maintenant les pièces du puzzle. D'un côté, la fuite des cerveaux et des capitaux. De l'autre, les beepers explosifs, les scandales Pegasus et ce blocus inhumain où l'on affame des hôpitaux tout en livrant des iPhones plaqués or. Maintenant, mettez-vous à la place d'un directeur des achats en Europe, d'un opérateur télécom. Pourquoi prendriez-vous le risque de connecter vos infrastructures à un écosystème qui se retrouve systématiquement au cœur de scandales de surveillance illégale et d'électronique militarisée? Pourquoi acheter votre technologie à un pays dont les appareils font désormais peur avant même d'être allumés? La réponse est brutale. Le risque est devenu trop grand. Le signal le plus violent ne vient pas des activistes, mais de Washington. Quand les États-Unis placent NSO et Candiru sur leur liste noire, le message diplomatique est assourdissant. Cela signifie que même l'allié le plus fidèle, celui qui soutient politiquement et militairement la guerre à Gaza, considère l'industrie cyber israélienne comme trop toxique pour être fréquentée. Washington a tracé une ligne. Ces outils sont contraires à la sécurité nationale américaine. Grâce aux enquêtes d'Amnesty et du projet Pegasus, le monde sait. Aujourd'hui, un logiciel ou un firmware israélien est traité par les experts en sécurité comme une catégorie de risque à part entière. Une fois cette étiquette collée, elle ne se décolle plus.
Et face à ce désastre d'image, que fait le gouvernement israélien? Il s'entête. Au lieu de protéger son secteur civil en érigeant une muraille de Chine avec ses services de renseignement, il fait l'inverse. Il s'affiche publiquement en train d'utiliser les chaînes logistiques comme des leviers de guerre. Autoriser l'entrée de ces smartphones à Gaza pendant que des enfants meurent faute de soins n'est pas seulement une obscénité morale, c'est une faute professionnelle grave. L'État annonce officiellement au monde que ces joyaux technologiques sont d'abord des armes d'occupation et seulement ensuite des produits d'exportation. On sent la fébrilité dans la tentative d'Israël de contrôler le récit. La communication officielle tourne en boucle. C'est le Hamas qui détourne l'aide. L'ONU est incompétente. La souffrance est auto-infligée. Mais ces éléments de langage s'effondrent dès qu'on regarde la réalité physique du terrain. Comment soutenir sérieusement que l'on se soucie des civils quand, au même moment, on ouvre la barrière pour des produits de luxe et qu'on la ferme pour des équipements de chirurgie? On ne peut pas prétendre atténuer la souffrance d'un côté et organiser sciemment une pénurie médicale de l'autre tout en inondant la zone de smartphones. Les faits à la frontière hurlent plus fort que les porte-paroles. Ce qui se joue ici dépasse la simple cruauté envers les Palestiniens. C'est une étude de cas sur la manière dont un État brûle ses propres atouts stratégiques. Le secteur technologique israélien s'est bâti sur une promesse, une innovation de pointe fiable et efficace. Cette promesse reposait sur un socle unique, la confiance. L'idée que le produit vendu est bien ce qu'il prétend être. Or, plus l'État utilise ce secteur pour du sabotage clandestin ou de la surveillance de masse, plus il dissout cette confiance. La vérité brute, c'est qu'Israël n'avait même pas besoin de sanctions internationales ou de boycott pour détruire la réputation de sa tech. Il s'en est chargé tout seul. En transformant des appareils en munitions au Liban, en laissant des spyware s'incruster par défaut dans les téléphones de la région, en jouant au chat et à la souris avec l'aide humanitaire à Gaza. Israël a montré son vrai visage technologique. Lorsqu'il détient le pouvoir, la technologie n'est pas pour lui une infrastructure de progrès. C'est un outil de coercition, de gestion de l'image et, in fine, une arme. Au final, le jugement s'écrit tout seul. Une fois que le monde a vu des beepers exploser dans des poches et des experts expliquer comment nos téléphones nous espionnent en silence, le regard change définitivement. Israël pensait réaliser un tour de passe-passe médiatique en inondant Gaza de produits de luxe pour faire croire que la famine était une fiction. C'était un calcul arrogant. En faisant cela, ils n'ont fait que raviver le spectre du Liban. Ils ont transformé chaque nouveau téléphone entrant à Gaza en objet suspect. Ils ont voulu contrôler l'image de la guerre et ils ont fini par pulvériser leur statut de puissance technologique fiable. Pas besoin de me croire sur parole. Regardez simplement les faits. Regardez les camions d'aide médicale qui pourrissent sur place alors que les smartphones circulent librement. Regardez l'élite technologique qui fait ses valises. Regardez ces startups qui préfèrent n'exister que sur le papier, loin de Tel Aviv. Voilà à quoi ressemble un État qui a choisi la domination au détriment de la raison. Un État qui découvre trop tard que la confiance était la seule ressource qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Et le drame, c'est que cette fuite des cerveaux laisse le pays aux mains des plus radicaux, accélérant encore la chute. Si vous pensiez que la situation avait atteint le fond, détrompez-vous. Il reste encore, malheureusement, de la marge pour que cela s'aggrave.